Pour moi, le slam, c'est juste un mot nouveau pour parler de quelque chose qui a toujours existé. C'est de la poésie orale, tout simplement. Entre le jour où j'ai découvert le slam et aujourd'hui, ça a pris beaucoup de place. Mais je pense surtout que ça m'a permis de me trouver, moi, et de m'épanouir surtout, parce que je savais pas vraiment qui j'étais. J'étais très révoltée, très en colère, je savais pas quoi faire avec ça. Et puis quand j'ai découvert que mes mots pouvaient porter, que je pouvais voyager, que je pouvais rencontrer des gens. Voilà, en tout cas, moi, c'est vraiment une passion qui est devenue, même si c'est toujours une lutte, je pense que c'est le cas pour beaucoup d'artistes, un métier. Je fais tout pour que ça prenne le plus de place possible dans ma vie parce que c'est là où je me sens le plus épanouie et le plus heureuse. Et donc avoir la chance de pouvoir travailler en faisant vraiment ce qu'on aime, je pense que c'est vraiment un privilège énorme. Bienvenue sur le NNP Podcast où nous discutons avec différents invités sur l'industrie créative et la croissance économique en République démocratique du Congo. Ce podcast est présenté par Ali Kahashi, directeur créatif à Nyiragongo Goma Production, l'unique entreprise de production multimédia à Goma, et parmi les rares en RDC à produire du contenu multimédia de qualité qui éduque, inspire et divertit. Bienvenue sur le NNP Podcast. Alors cette semaine, nous avons eu la chance, le privilège de recevoir dans le NNP Podcast Joey. Joey est une slameuse belge d'origine italienne et burundaise avec qui nous allons parler de sa lutte à travers l'islam. Bienvenue Joey. Merci. Alors Joey, c'est la première fois à Goma. Oui, première fois que je viens à Goma. Même pas une semaine, 6 jours. C'est un peu trop court, mais ça donne envie de revenir. Okay. Et comme je vis à Bujumbura maintenant, c'est pas trop loin. Et comment vous trouvez la ville de Goma ? J'aime beaucoup. C'est très différent par rapport au Burundi, même juste dans les couleurs, parce que je me suis habituée à la terre qui est très rouge au Burundi. Ici, la terre, elle est très noire. Même les maisons, tout ça, puisqu'on construit avec ça. Donc, les couleurs, les odeurs, les manières. Voilà, moi j'aime bien, je suis poète, donc j'aime bien observer tout ça. Ça donne de l'inspiration en tout cas. Et puis surtout, j'ai été très très bien accueillie par les gens de Goma. Super. S'il y a une seule chose pour laquelle tu pourrais revenir à Goma, ça serait quoi ? Les slameurs et les slameuses, sans hésiter, que j'ai rencontrés. J'ai découvert des très très bons artistes, de très beaux textes. Donc ça me donne envie de vraiment continuer à l'avenir, à être connecté avec cette région. Et puis je pense qu'on a tous besoin, les artistes et les slameurs vraiment en particulier, de connexion. Donc on va essayer d'établir un peu des connexions, que les slameurs de Bujumbura viennent ici, que les slameurs de Goma puissent venir à Bujumbura. Voilà, idéalement avec la Belgique aussi, mais déjà avant c'était compliqué, mais maintenant avec le Covid c'est encore beaucoup plus compliqué. Mais on peut quand même établir des connexions. Alors, essaie de nous parler un peu, c'est quoi l'islam pour toi ? Pour moi, faire du slam, c'est juste faire de la poésie orale. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve, je pense, à toutes les époques, dans toutes les cultures, mais sans doute de manière encore beaucoup plus forte en Afrique. Et je pense que c'est pour ça que les jeunes Africains ont des facilités à accrocher avec le slam, à avoir envie d'en faire, parce que c'est pas quelque chose qui est tellement éloigné de choses qui se sont toujours faites. Quand je vois au Burundi, quand il y a des cérémonies, quand il y a des événements, etc., on déclame de la poésie, donc mais c'est bien parce que avec la modernité et l'époque actuelle, la poésie c'était un peu quelque chose qui se perdait, qui était pas beaucoup pratiqué, pas beaucoup écouté. On avait l'impression que c'était un peu un truc des anciens. Et avec le slam, ça a permis de rendre ça dynamique, à la mode, et que les jeunes se réapproprient ça. Mais je pense qu'après c'est essentiel pour les gens qui veulent vraiment faire du slam, de pas juste être dans le mouvement slam actuel, mais de voir aussi ce qui se faisait dans la poésie ancienne, ancestrale, traditionnelle, et dans ce qui se fait ailleurs dans le monde aussi. Comment vous êtes retrouvés dans l'islam ? Est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous avez grandi ? Est-ce que c'est une découverte ? Ouais. Comment cela est arrivé ? En fait, il y a une professeure de français qui nous a fait écrire de la poésie à l'école. Je crois que j'avais 13 ou 14 ans. Et puis, j'avais bien aimé l'exercice. Elle m'avait dit que j'écrivais bien et j'ai continué à écrire. Mais c'était vraiment pour moi. J'aurais jamais osé dire autour de moi, je fais de la poésie, je suis poète. On a l'impression que c'est très élitiste, alors qu'en fait c'est vraiment ce pourquoi je me bats aussi dans les ateliers, c'est de dire en fait la poésie c'est pour tout le monde, ça appartient à tout le monde, et c'est pas le truc de certains hommes de plus de 50 ans, etc. Parce qu'à l'école on nous présente toujours des grands auteurs, et moi je m'identifiais pas forcément à ça.
Et puis c'est fin 2012, j'ai découvert Gaël Faye. J'ai vraiment accroché avec son univers. Du coup, ça m'a donné envie de découvrir parce que la seule chose que je connaissais en slam jusque-là, c'était Grand Corps Malade. Et là aussi, je m'identifiais pas vraiment. C'est quelqu'un qui écrit très très bien, mais voilà, dans les thématiques, dans la manière dont il pose, dans la musique qui l'accompagne, c'était pas des choses vraiment où je me disais moi je vais faire comme lui quoi. Donc après, avec Gaël Faye, je me suis dit ok, en fait il y a différentes manières de faire du slam, il y a différents flows, on peut parler d'autres choses. Et justement, j'étais allée au Burundi l'année avant et j'avais écrit des textes, dont un texte qui s'appelait Mutahama et qui parlait de mon grand-père qui était décédé peu de temps avant. Du coup, j'ai tapé Slam Bruxelles sur Google parce que j'avais emménagé à Bruxelles peu de temps avant. Et j'ai vu qu'il y avait des open mic, des soirées slam où on pouvait aller et partager un texte. Je me suis dit, je vais aller voir ce que c'est. Je vais pas lire parce que ça me faisait trop peur. Et puis j'ai vu qu'en fait, l'ambiance, elle était super chaleureuse, bienveillante. Il y avait des gens qui avaient pas du tout l'habitude, il y avait des gens qui bafouillaient, il y avait des gens qui se trompaient, on les applaudit, on leur dit c'est pas grave, recommence et tout. Et je me suis dit waouh, si eux ils peuvent le faire, alors moi aussi. Et je suis montée sur scène avec ma main qui tremblait, mon texte qui tremblait dans mes mains, ma voix qui tremblait. Et puis voilà, j'ai eu des encouragements, des gens qui ont bien aimé ma plume. Et très très vite, peut-être à ma 2e ou 3e scène slam, on m'a proposé de participer à un concours. Et j'étais très étonnée parce que il y avait notamment le champion de Belgique, Younes, qui participait. Et je me suis retrouvée en finale et puis j'ai gagné le concours. Et c'était la première fois de ma vie que j'étudiais des textes par cœur et tout. Et là, je me suis dit, waouh, il y a quelque chose à faire peut-être quand même là-dedans. Voilà, il y a des gens qui aiment ce que je fais et j'aurais jamais cru en fait que les gens pouvaient apprécier ce que j'écrivais. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment oser se jeter à l'eau parce qu'on peut pas avoir de retour et de choses positives qui arrivent tant qu'on n'a pas osé. Donc j'ai essayé de toujours garder ça, de me dire... Bon, même si j'ai peur, je fonce, j'ose. Et parce que je sais qu'en général, on est récompensé quand on se jette à l'eau comme ça. Et de quoi parlez-vous souvent dans vos slams ? Ouf, de différentes choses. Pas beaucoup d'amour en tout cas. parce que je trouve que c'est trop cliché que les filles parlent toujours d'amour très souvent. Okay. Dans la musique et même parfois dans le slam, etc. Et moi je trouve que ok, il y a ça dans la vie, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. Et donc j'ai envie de casser un peu le cliché que si une fille monte sur scène, c'est pour raconter des histoires d'amour. Mais ça m'arrive quand même, hein, mais c'est très rare. Il n'y a pas que les filles, les hommes aussi aiment en parler. Oui, peut-être plus dans la culture africaine, parce qu'en Europe, les garçons, non, c'est vrai, les garçons parlent sont moins sentimentaux. C'est comme si le truc d'être sentimental dans son art, c'est un truc de fille. Et les garçons, ils vont parler de sujets de société, ils vont dénoncer des trucs, voilà, ils vont parler de la vie du quartier, ils vont parler des gens, et que très souvent, les filles, voilà, elles parlent d'amour, de rupture, de tromperie. Voilà, j'aime bien casser un peu ce cliché-là, en tout cas. Mais je parle de ce qui me touche. Donc j'ai parlé beaucoup d'Afrique parce que voilà, le Burundi et l'Afrique en général, c'est quelque chose qui est très important dans mon histoire personnelle et dans la manière dont je me suis construit. Et puis après, par exemple, j'ai vraiment approfondi la question du féminisme et donc forcément le féminisme est arrivé dans mes textes. Je suis quelqu'un, comme je l'ai dit, de très révolté, de très en colère par plein de choses, donc forcément les choses qui m'énervent se retrouvent dans mes textes aussi. Heureusement les choses qui me rendent heureuse aussi et joyeuse, mais enfin pour moi c'est difficile de résumer un seul thème, c'est vraiment tout ce qui me touche dans la vie en général. Je parle pas mal aussi de ma famille en fait, plutôt de questions d'identité, parce que comme j'ai des origines mélangées, que pendant très longtemps je connaissais pas, même l'Italie aujourd'hui je connais pas beaucoup, donc voilà, il y a beaucoup de silence, d'absence, souvent dans les familles où il y a de l'immigration, des gens qui partent, etc. Et donc j'avais beaucoup de questions et l'écriture ça m'a permis aussi un peu de poser ces questions et puis de réussir à me définir. Je sais qu'au début de ma carrière j'avais l'impression que c'était vraiment un manque et que je me sentais de nulle part et que je savais pas, en Belgique, je me sentais pas vraiment chez moi, je savais pas trop. Et maintenant, c'est le contraire, quoi. Comme j'ai eu la chance aussi de voyager avec mon art, je me rends compte que j'ai la chance d'être de partout, en fait. Et accrocher avec des pays qui sont très différents de là où j'ai grandi et me sentir à l'aise aussi. Et quand je suis au Burundi, je me sens chez moi aussi. Donc, voilà, maintenant, je me rends compte que c'est une chance, alors qu'avant, c'était plutôt quelque chose de négatif. Tu es beaucoup plus citoyenne du monde actuellement. Oui, voilà. Et surtout, je défends l'idée qu'on n'est pas obligé de se définir forcément d'un endroit. Je pourrais pas dire que je suis belge parce que ça me définit pas. Je peux pas non plus dire que je suis burundaise parce que j'ai pas grandi au Burundi. C'est pas ma culture. Je parle pas la langue, même si j'essaie d'apprendre petit à petit.
Mais en fait, c'est une richesse aussi parce que je peux m'adapter dans plein de contextes différents. Par exemple, je sais pas, au Burundi, je me sens vraiment à l'aise de vivre même comme beaucoup de Burundais. Je me déplace en taxi-moto tous les jours. Je fais mes courses aux boutiques dans la rue. Je vais chez le couturier faire mes vêtements. Et donc, voilà, je suis allée au Mexique il y a quelques années et je me sentais vraiment bien là-bas aussi, quoi. Vous écoutez le NNP Podcast. J'aimerais qu'on parle un peu de deux de tes chansons. Je puis le trouver en ligne. Il y a une qui s'appelle Modesta qui m'a intéressé. Tu peux me dire un peu, c'était quoi l'inspiration derrière cette chanson Modesta? Oui. En fait, c'est vraiment tout un univers autour du dernier album qui s'appelait L'Art de la Joie. Et en fait, L'Art de la Joie, c'est un livre qu'à la base, j'ai acheté juste pour le titre parce que moi, mon vrai prénom, c'est Gioia en italien, donc la joie. Et le titre du livre en italien, c'est L'Arte della Gioia, c'est une auteure italienne. Et donc, je l'ai acheté juste par curiosité. Et ce livre a été vraiment une révélation pour moi. Enfin, ça m'a beaucoup touchée. Et l'héroïne du livre s'appelle Modesta. Et elle naît en 1900 en Italie. Et le livre raconte toute sa vie. C'est un très gros livre, mais il se passe plein de choses dans sa vie. Et voilà, elle va vraiment se battre pour ne pas entrer dans les cases dans lesquelles on veut la mettre à une époque où c'était pas du tout bien vu qu'une femme réagisse comme ça. Donc voilà, par exemple, elle est bisexuelle, elle a des oppositions par rapport à l'église catholique, etc. Et ce qui m'a énormément touchée, c'est quand j'ai découvert que l'auteur, Goliarda Sapienza, elle a pas réussi à publier son livre de son vivant. Pendant 10 ans, les 10 dernières années de sa vie, elle a essayé de faire publier ce livre et elle a pas réussi. Et c'est 10 ou 15 ans après sa mort qu'il a été publié et qu'il a vraiment eu du succès. À la base, je pense parce qu'il a été traduit en français et puis après, il a été republié en italien du coup. Mais j'ai trouvé ça tellement triste de me dire waouh, elle a écrit une œuvre incroyable sur laquelle elle a dû passer un temps inimaginable et elle a jamais su que ce livre allait inspirer, toucher, voyager. Et donc voilà, ça m'a beaucoup touchée et j'ai appelé l'album L'Art de la Joie. Moi, je crois beaucoup aux ancêtres, aux gens qui nous suivent dans d'autres dimensions. Et je me suis dit, je lui envoie un message, je veux vraiment lui dire que son livre, il existait et qu'il a touché des artistes. Et donc voilà, il y a plusieurs échos dans l'album. Il y a ce titre, Modesta, où j'ai pensé à l'héroïne du livre, mais je pensais en fait aux femmes en général, parce que ça se passe en 1900, mais ça peut tout à fait s'appliquer aux femmes encore aujourd'hui pour les paroles que j'ai mises dans le titre Modesta. Et il y a d'autres clins d'œil. Par exemple, parfois dans le livre, elle dit à ses amants, vos mères ne vous ont rien appris. Et j'aimais bien cette phrase, donc il y a un titre aussi où je reprends cette phrase, vos mères ne vous ont rien appris. Voilà, l'idée c'était de parler des femmes, et je trouve que c'est très évocateur ce nom qu'elle a donné à son héroïne de Modesta, parce que c'est ce qu'on demande toujours aux femmes en fait, c'est que il faut pas faire trop de bruit, il faut être discrète, il faut être modeste, il faut pas prendre la place sinon les hommes se sentent menacés. Voilà, j'aimais bien l'idée de tu n'es plus Modesta. Et d'ailleurs à partir d'un certain moment dans le livre, les gens l'appellent Maudit comme un surnom, et je trouve que voilà, c'est comme si elle reprend son identité et elle décide finalement de qui elle est au-delà de ce qu'on a voulu mettre sur elle à la naissance. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui connecte avec toi personnellement? Oui, avec moi, mais j'ai aussi pensé, je sais pas, à ma maman, à plein de femmes, à mes grands-mères. Moi, je pense que j'ai déjà eu des facilités par rapport à ces femmes-là, dans le sens où j'ai une maman qui elle-même s'est déjà battue et imposée, et j'ai pas eu ce travail à faire, notamment au sein de ma famille. Parce que pour ma maman, j'ai 2 frères, je suis la seule fille, mais il y avait pas de différence entre nous et dans la manière dont on nous éduquait. Et ma mère a toujours refusé, en tout cas, qu'on fasse des différences. Par exemple, je me souviens quand j'étais petite, j'étais rentrée de l'école en râlant parce que j'avais dit c'est toujours les filles qui doivent faire la vaisselle après le repas et les garçons ils vont jouer au foot. Et je sais que ma mère elle a contacté le directeur et elle a dit c'est hors de question en fait, si les filles font la vaisselle, les garçons vont faire la vaisselle aussi. Donc toute petite, j'ai déjà eu des choses comme ça dans la tête. Chez moi, c'est mon père qui fait la cuisine, il est chef. Donc moi j'ai toujours vu mon père qui fait la cuisine, mais c'est ma mère qui va repeindre, mettre les châssis aux fenêtres,
fenêtres. Elle est très manuelle et très bricoleuse. Donc j'ai grandi dans un environnement où il n'y avait pas ces codes-là. Donc j'ai conscience que c'est déjà une énorme chance par rapport à beaucoup de filles où on leur dit tu dois être comme ci, tu dois être comme ça. Mais j'ai vu autour de moi et puis j'ai vu aussi dans la société que c'était pas toujours bien vu d'être une fille qui a un peu, comme on dit, une grande gueule et de dire ce qu'on pense et de parler fort et de pas se laisser rabaisser, etc. C'est pas forcément ce que moi j'ai vécu, mais c'est ce que j'ai observé pour beaucoup de femmes en tout cas. Et vous avez chanté Mon pays. Oui. Où vous dénoncez certaines choses qui n'allaient pas. Ça date, mais bon, c'est toujours d'actualité malheureusement. Ouais, je crois que c'est 2016 ce morceau-là, mais je le vois à chaque fois que je retourne en Belgique et que je fais ce morceau sur scène, les gens ils ont l'impression que je l'ai écrit maintenant et c'est toujours d'actualité. Mais dans le prochain EP, il y a Mon pays 2. On a quand même fait une petite update. Ok. Pourquoi c'était important pour vous d'écrire cette chanson-là? Moi j'ai grandi en étant en colère, j'ai grandi en étant révoltée parce que par exemple, j'ai jamais pu comprendre qu'il puisse y avoir de la misère comme il y en a en Belgique avec des gens qui dorment dehors alors qu'on est un pays tellement riche en fait et que la plupart des gens ne manquent jamais de rien. Et donc il y a un truc dans la mentalité qui est vraiment très très fort, chacun pour soi. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est amené par le capitalisme et par l'idée que on doit juste amasser l'argent et faire de plus en plus d'argent et la morale c'est pas très important, la spiritualité c'est pas très important. L'important c'est de se protéger soi et ses enfants et puis voilà, d'avoir une belle maison, une grosse voiture, mais il y a plein de choses qui m'ont révoltée et quand j'ai vu l'intolérance en fait, quand on voyage on se rend compte à quel point énormément de pays ont le sens de l'accueil et je pense que ça c'est quelque chose qui à la base est naturel chez l'être humain, c'est que on est content d'accueillir des gens qui viennent de loin, d'échanger, de parler et par exemple en Europe on a totalement perdu ça. L'étranger c'est juste une menace, c'est juste avoir peur, il faut qu'il y en ait le moins possible, il faut les mettre dans des camps de réfugiés, il faut les couper du reste de la population, jamais. Et il y a un truc très individualiste dans la société quoi, les gens vont pas se parler. En Belgique on parle pas à quelqu'un qu'on connaît pas. Peut-être un peu plus dans les campagnes, mais en ville, on parle pas à quelqu'un qu'on connaît pas. Donc vous allez jamais voir des gens qui entament une discussion dans le bus, et donc moi je suis déjà tombée sur voilà des personnes qui viennent d'arriver de l'étranger, elles sont là depuis un mois et elles ont du mal quoi à se sentir intégrées. Et donc on fait rien pour intégrer les gens et après on leur reproche de pas être intégrés. Donc il y a quelque chose qui est très très hypocrite à ce niveau-là. Enfin c'est incroyable quand tu penses que en Belgique on reproche aux gens le communautarisme comme ils disent, le fait de voilà, que les Congolais soient avec les Congolais, que les Marocains soient avec les Marocains, alors que d'un côté, on fait rien pour vraiment qu'ils se sentent intégrés, et d'un autre, il n'y a pas plus communautariste que des Belges ou des Français quand ils sont dans d'autres pays du monde. Ils restent entre eux aussi, et donc, en fait, c'est une réaction naturelle d'être avec des gens qui nous ressemblent, qui peuvent comprendre nos réalités, qui ont une éducation un peu semblable. Et donc voilà, moi, ce côté, en tout cas, j'en parle dans mon pays, de l'intolérance, le côté aussi d'oublier très très facilement son histoire, comme la période coloniale par exemple, qui était très très mal, voire pas du tout enseignée dans les écoles. Donc la plupart des gens, ils ont une idée totalement fausse de ce qu'a pu être la colonisation. Et il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas conscience vraiment du mal qui a été fait aux populations pendant ces périodes-là. Maintenant, ça commence à évoluer. Il commence à y avoir des supports pédagogiques pour les profs, on encourage à ce qu'on en parle, etc. Mais par exemple, je suis allée visiter il y a pas très longtemps pour la première fois le musée de Tervuren, le musée de l'Afrique centrale, là où il y a énormément de patrimoine, de congolais et des Grands Lacs aussi. Et avant, voilà, c'était un musée colonial. Maintenant, ils ont essayé de transformer ça. Alors, c'est un peu un musée à la gloire de l'art africain, mais la dimension historique, vraiment, elle était encore, pour moi, pas du tout assez visible, quoi. Donc, il va y avoir une pièce où on montre, je sais pas, les ressources au niveau minière, toutes les pierres, toutes les choses, etc., qu'on trouve dans la région. Mais on dit pas qu'il y a des massacres pour ça, on dit pas que combien de morts il y a eu pour ça. Donc c'est toujours une vision, soit c'est raciste, soit c'est un peu idéalisé, mais on est rarement dans la vérité. Mais après voilà, ça commence à changer, et notamment par exemple là j'ai vu qu'il y a un photographe que j'aime beaucoup, Teddy Mazina, qui a fait une exposition là-bas au musée de Tervuren, et ça s'appelle Muzungu Tribes, et en fait il a reproduit des photos de l'époque coloniale, mais ce sont des Africains en tenue de médecins qui sont en train de mesurer, de vraiment ausculter des blancs. Et après, il y en a même une artiste, Laura, qui a vraiment une imagination débordante et qui s'est amusée à reprendre les résultats et à créer des ethnies
chez les Blancs en disant, ben voilà, il y en a qui sont grands, qui sont blonds, donc ceux-là, ils viennent de Suède, il y en a qui sont plus petits, plus trapus, ceux-là, ils viennent d'Espagne, et à mettre toutes des réalités comme ça, ceux-là, ils réussissent mieux leurs études, ceux-là, ils sont moins intelligents, pour montrer à quel point ça n'a aucun sens, ce qui a été fait pendant l'époque coloniale, notamment voilà, au Rwanda et au Burundi, avec les questions ethniques. Et donc voilà, il commence à y avoir un petit peu de contestation, mais moi je trouve que c'est vraiment pas du tout encore assez mis en avant. Et ça a un impact direct sur les gens. Il y a pas très longtemps, il y a quelques années, il y a des filles qui se sont fait agresser dans un festival par des jeunes flamands qui leur chantaient des chants coloniaux, qui disaient on va aller au Congo couper les mains, qui disent ça à des jeunes africaines. On en a parlé un peu dans la presse et on a dit oh ben ils vont aller visiter le musée de Tervuren. Et moi j'étais là mais ils vont apprendre quoi au musée de Tervuren? Ça n'a aucun sens en fait. Donc il manque de la culture, il manque des films. Je comprends pas pourquoi il y a pas de films qui parlent de ça. Quand on voit aux États-Unis, il y a plein de films qui parlent de l'esclavage, de la traite négrière, des voyages qu'ont fait les Noirs, de leurs conditions de vie aux États-Unis. Mais moi j'attends toujours un film qui parlera de la colonisation belge. Il paraît que Ben Affleck est sur le coup. C'est dommage que ce soit les Américains qui vont faire ça. Ça aurait pu être les Belges qui visitent un peu leur propre histoire. Je pense que ça aurait été important. Pourquoi c'est important pour vous de revenir sur l'histoire, peut-être qui était malheureuse, triste? Pourquoi c'est important de revenir, d'apporter ça? Je pense que c'est comme dans les familles, en fait. On peut pas se construire quand on a des gros secrets de famille qui pèsent lourd, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est pas dit, on sent qu'il y a une rage chez certaines personnes, qu'il y a une colère, et il y a beaucoup de jeunes Africains des diasporas en Belgique qui sont en colère, et qui sont en colère contre la Belgique. Donc, je pense que c'est absolument nécessaire de mettre des mots sur les choses, de se dire, ok, il s'est passé ça et ça. Et les gens, en fait, se sentent tout de suite accusés. Et ils disent, oui, mais c'est pas moi je suis pas allé au Congo, c'est pas... Alors qu'on n'est pas en train de t'accuser d'avoir fait quoi que ce soit. On est en train d'essayer de dire, la vérité, c'est ça qui s'est passé. Et je pense qu'il faut une reconnaissance de cette vérité. Et on peut pas juste se dire, ah ben voilà, ils sont indépendants, maintenant on s'en occupe plus, ce qui est faux en plus, parce qu'au niveau économique, ou ce qui s'est passé... avec Lumumba, etc. On voit même au Burundi avec Rwagasore, on voit très bien que la Belgique, en fait, elle est restée là. Les Belges ne connaissent pas la vérité, en fait. Et donc, parfois, il y a des Congolais qui sont en colère, mais il faut comprendre que c'est une grosse part d'ignorance de beaucoup, beaucoup de gens. Donc, je pense que maintenant, il faut qu'on puisse se dire les choses et arrêter de venir faire croire, par exemple, que la colonisation, c'était une mission humanitaire. Il faut arrêter. C'est des intérêts économiques, c'est du capitalisme, c'est le fait de pouvoir avoir une main-d'œuvre, le meilleur marché possible, des ressources qu'on va pouvoir vendre pour s'enrichir. Donc, il faut arrêter de mentir, simplement, et reconnaître la vérité. Et je vois pas pourquoi il faut se sentir agressé par ça si toi-même tu n'as rien fait. Mais moi, du fait d'avoir des origines à la fois belges et à la fois burundaises, voilà, je comprends que j'ai pas de rancœur envers les uns ou les autres tant qu'on peut se dire la vérité, quoi. Vous écoutez le NNP Podcast. En tout cas, c'est très important de se dire la vérité. Et j'encourage tous qui sont en train de dire la vérité au Congo, parce que c'est le début de notre rétablissement. Courage. Et leur courage, ouais, vraiment, parce qu'il y a des gens qui risquent leur vie. Et c'est très facile, quand on est en Belgique, de venir critiquer le système belge parce qu'on risque rien concrètement. C'est quelque chose dont on se rend compte en tant qu'artiste, c'est qu'il y a des gens qui peuvent mourir pour leur texte. Et ça, c'est d'autres réalités et c'est une autre forme de courage, vraiment. Ouais. Très important. Et j'en vois beaucoup de force au groupe Impair qui ont sorti la chanson Ninito Salate, qui a fait beaucoup de bruit, où on est en train de dénoncer, on est en train de parler des problèmes qu'il y a actuellement. Également, un coup de force à Ben Kamuntu avec sa chanson Bosembo, où il demande la justice pour tous les morts qu'il y a eu à l'est de la République démocratique du Congo à travers l'islam. Et aujourd'hui, vous êtes à Goma pour donner beaucoup plus de force aux jeunes filles de Goma qui sont dans l'islam. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, donc on a fait la résidence avec une dizaine de jeunes filles. J'ai été très touchée par leurs textes parce qu'elles sont encore vraiment jeunes. Il y en a qui sont encore à l'école, il y en a qui terminent l'école. Et moi, j'avais pas encore vraiment cette force-là qu'elles ont à cet âge-là. Puisque j'ai fait mes premiers pas sur scène, j'avais 22 ans déjà. Donc,
vraiment, ouais, je trouve que elles sont déjà déterminées. Il leur faut juste un peu de confiance, de soutien et qu'on les écoute. Mais en tout cas, je pense que pendant trop longtemps, la parole des femmes a été confisquée. Souvent, on parle à notre place de nos réalités. Et je pense que maintenant, il faut vraiment que les femmes mettent des mots elles-mêmes sur leur vécu, sur leurs ressentis, sur leurs émotions, sur tout ce qu'elles traversent. C'est important que ce soit les femmes qui s'expriment par elles-mêmes. Voilà, moi, j'ai été très, très touchée. J'ai découvert qu'il y en a certaines qui connaissent des textes de moi par cœur. J'étais là, waouh. Et il y en a, voilà, qui sont vraiment venus me dire, tu m'as beaucoup inspirée. Et moi, tout ce que j'ai à leur répondre, c'est que je les remercie, mais que maintenant, c'est à leur tour d'inspirer d'autres filles. Parce que pour moi, je vois toujours les choses comme un cycle et comme vraiment un cercle. Donc, si moi, je t'ai inspirée, demain, c'est toi qui vas inspirer d'autres jeunes filles à faire la même chose. Donc, c'est, voilà, l'idée vraiment de leur donner de la force. Et puis, j'espère aussi vraiment des perspectives, parce que c'est toujours un peu ça qui manque malheureusement en Afrique. C'est vraiment pas le talent, c'est vraiment pas la détermination non plus, mais c'est plutôt d'avoir des perspectives, d'avoir des opportunités, de pouvoir voyager. Et moi, je pense que plutôt que de viser l'Europe toujours, il faut qu'on essaye de développer des connexions entre nous en Afrique et de permettre aux artistes africains de voyager dans différents pays d'Afrique. Et je pense que voilà, le Covid nous a encore rappelé ça, qu'on peut pas toujours compter sur les États-Unis, l'Europe, etc. Mais qu'il faut aussi vraiment se développer au niveau local et se soutenir entre artistes africains. Très important de se soutenir en tant qu'Africains. Et je leur ai rappelé ce matin, je rencontrais les slammers, je leur disais, il n'y a pas de compétition, il peut pas y avoir de compétition, surtout dans le slam qui est quelque chose de tellement petit et déjà méconnu. Vous vous occuperez de faire de la compétition quand on vendra des millions de disques, mais en attendant, maintenant, tout ce qu'on peut faire, c'est se soutenir et être content quand quelqu'un est mis en lumière, peu importe que ce soit nous ou que ce soit quelqu'un d'autre, parce que l'important, c'est qu'on parle du slam. Voilà. Et tout ce qui compte pour le moment, c'est qu'on parle du slam, peu importe à travers qui. Et ça, c'est quelque chose qu'en tout cas, moi, j'ai toujours essayé de garder comme mentalité dans ma carrière. Et moi, voilà, j'ai formé les slameuses qui maintenant sont en train de monter et de prendre de la place en Belgique. Et je me sens jamais menacée par ça. Je me sens juste très très heureuse, parce que moi je dis toujours il y a de la place pour tout le monde, parce que chacun fait sa place, crée son espace avec les textes qui le touchent et qui sont pas forcément les mêmes, avec sa manière de slammer qui touchera pas forcément les mêmes personnes. Donc voilà, surtout pas d'esprit de compétition, se soutenir et se porter les uns les autres, ça je pense que c'est important. En tout cas très important, il n'y a pas de compétition, il y a la collaboration. Nous devons collaborer. Je pense que nous sommes suffisamment en retard par rapport aux autres. Actuellement, c'est réfléchir dans la même direction et savoir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble des grands. Ça, c'est très important. Et merci beaucoup, Joy, d'apporter cette force ici à Goma. Et je pense que l'art et la culture, c'est parmi les armes que nous pouvons utiliser pour reconstruire cette nation. Cette nation qui a longtemps perdu de repères et qui a besoin de cette jeunesse actuelle pour se reconstruire. C'est plus hier, c'est plus demain, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Et merci beaucoup pour votre contribution. Avec plaisir. Et en tout cas, oui, il faut de la solidarité, parce que des artistes congolais, il y en a vraiment partout. Moi, je suis à Bujumbura. Les principaux du collectif de slam Djewe qui ont fondé ça, c'est des Congolais. On va en Belgique, on trouve dans le rap des Congolais, on trouve dans l'humour des Congolais. Donc, il y a vraiment une fibre terriblement, dans les danseurs énormément aussi, terriblement artistique au Congo. Donc, il faut valoriser ça. Et je pense qu'ensemble ici, mais aussi que les gens des diasporas se rendent compte qu'ils doivent venir ici, qu'ils doivent soutenir les artistes congolais au Congo aussi. Oh, c'est tellement bien dit que je n'ai pas de mots à ajouter. Pour les jeunes slammers qui sont en train de nous écouter maintenant, en plus de ce que vous avez donné comme conseil, qu'est-ce que vous pouvez encore recommander? Moi, je pense que de toujours rester humble dans sa démarche, dans le sens... Moi, ce qui m'a aidé, en tout cas, c'est d'aller voir des gens. Par exemple, je parlais de Picho, donc qui est congolais, qui est rappeur, comédien en Belgique, et je suis vraiment allée le voir. Je crois qu'il a joué au Festival à Manille, la première édition. Et je lui ai dit, voilà, moi, j'ai eu un petit espace, un petit budget pour pouvoir faire une création. J'ai besoin d'être coachée, j'ai besoin d'être mise en scène. Est-ce que tu veux bien travailler avec moi? Donc, très souvent, voilà, moi, je vais vers des gens, pas forcément des slammeurs, des comédiens, des gens du théâtre, de la musique, de différentes choses. Et
je leur dis voilà, moi je fais ça et ça et ça, j'ai besoin d'aide, est-ce que tu peux m'aider? Et voilà, parfois il y a des gens qui refusent, mais il y a aussi beaucoup de gens qui vont accepter, qui vont être touchés. Donc je pense que c'est important de jamais penser que parce qu'on a 1 ou 2 trucs qui ont marché, on est arrivé, on n'a plus rien à apprendre, c'est nous qui allons tout enseigner aux autres. Autant moi parfois j'anime des ateliers et c'est moi qui suis en train d'enseigner, mais même dans ces moments-là j'apprends beaucoup de choses, mais aussi je me remets toujours dans la position de l'élève et d'avoir parfois des situations où je sais pas faire ce que tu me demandes, mais je vais essayer d'apprendre. Et donc, de toujours garder cette humilité-là, de se dire, on n'est jamais arrivé nulle part et on doit toujours apprendre. Et peut-être que, voilà, on a réussi à faire du slam a cappella. Maintenant, ça va être tout un chemin et un travail de faire du slam en musique, de collaborer avec des danseurs, de travailler avec des comédiens sur un truc plus théâtral. Donc, juste, voilà, de toujours demander, aller vers les gens et apprendre et comprendre que, voilà, toute la vie, on doit apprendre des choses. Parce que sinon, je pense que si on a une recette qui fonctionne, ça va fonctionner un temps et puis ça sera terminé. Ouais. Donc, c'est plus intéressant de chercher à se renouveler dans ce qu'on fait. Tu es vraiment une poète. Je pense qu'avec l'atelier des slams, c'est quoi les prochaines étapes avec ces filles-là? Bon, pour le moment, le projet actuel, c'était juste vraiment la résidence et la restitution. Mais voilà, comme je l'ai dit, j'ai découvert beaucoup de talents et de personnalités aussi très, très attachantes. Donc, la prochaine étape, je pense que ça sera de leur proposer de publier le recueil collectif. Un recueil collectif des jeunes femmes poétesses de Goma et que ce soit porté et présenté comme ça ici. Et du coup, peut-être qu'on pourrait faire un événement pour la sortie du livre et aussi qu'il puisse être lu et partagé en Belgique. Et moi, voilà, tout ce que j'espère toujours, c'est que ça donne envie à des organisateurs d'événements, à des producteurs, à des gens qui ont des festivals, etc., de s'intéresser et de programmer ces artistes-là. Il y a rien à faire. Je pense qu'il y a une réalité qu'on retrouve dans tous les pays du monde, c'est qu'un artiste, il est vraiment reconnu quand il voyage à l'étranger et quand on voit qu'il est reconnu à l'étranger. Moi, j'ai vécu ça en Belgique, où personne se préoccupait de moi. Et puis, j'ai été invitée 2-3 fois dans d'autres pays et tout à coup, oh waouh, Joy, elle est très crédible et elle est très respectée. Alors que j'avais envie de leur dire, mais j'étais déjà là avant et voilà, vous vouliez pas me programmer dans vos événements et maintenant vous voulez me programmer par magie. Donc, en attendant que les pays apprennent à valoriser eux-mêmes leurs petites pépites locales, il faut donner aux artistes l'opportunité et la chance de voyager. Dans leur CV, c'est un plus et ils reçoivent plus de crédibilité et de respect après ça. Voilà, à ma petite échelle, parce que moi-même, c'est souvent la galère pour faire ce que je fais. Mais à ma petite échelle, j'espère pouvoir donner un peu de visibilité, en tout cas, aux artistes. Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour cette généreuse lutte. Merci beaucoup. On peut aussi. être que inspiré, je pense. Quand on voit comme les artistes ici se battent et sont talentueux, on peut que avoir envie de soutenir. Merci beaucoup pour cela. Merci d'être passé à Goma. Merci d'être passé à Nyiragongo Goma Production. On est très content de vous recevoir ici. En tout cas, l'art, c'est tout ce que nous aimons. Et nous croyons beaucoup à sa possibilité d'échanger les choses, d'apporter un changement, surtout dans notre contexte ici. C'est plus le moment de prendre les arts. C'est le moment maintenant d'utiliser les arts, bien sûr. Utiliser ce que nous avons comme talent pour changer les choses, bouger les choses, inspirer les autres à aller de l'avant. Et merci beaucoup de partager cette expérience avec nous. Avec plaisir. Je reviendrai en tout cas. Karibu tena. Voilà, c'était le NNP Podcast où nous avons eu la chance de discuter avec Joy, slameuse belge d'origine italienne et burundaise. Je ne sais pas ce qui te représente le plus. Non, je ne peux pas choisir. Non, impossible. Mais j'aime bien le mot, parce que j'ai une fille et elle est encore plus mélangée que moi, parce que dedans, on a encore mis un peu de Mali, de Sénégal, tout ça. Du coup, j'aime bien afropéenne. Afropéenne. Voilà. Ok. Comme ça, c'est le bloc, voilà. L'ensemble. Nous avons réussi Joy, slameuse afropéenne. J'aime bien. Salut les amis, à la prochaine édition du NNP Podcast. N'hésitez pas à vous abonner sur nos plateformes pour ne pas rater les prochaines mises à jour et restez créatifs. À plus. Welcome to the new world of audio production in Goma City. Goma Production. We are a path to your business success. Nyiragongo Goma Production. Joignez-nous pour vos productions audiovisuelles.